Salut à tous les aventuriers, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube KL et Psycho où on va faire un bilan de la saison Les Armes Secrètes. Alors comme d'hab, j'ai essayé de faire quelque chose de synthétique. Je vous mets le sommaire de la vidéo. Je vous propose d'abord de faire une analyse de la forme où on va faire le point sur le thème de la saison. Après, on fera un point sur les personnalités des candidats marquants du jeu et surtout sur l'impact que cela a eu sur le déroulé de la saison. Après, on essayera d'élire le meilleur joueur de la saison. Et pour terminer la vidéo, on essayera de prendre un peu du recul sur ce qu'on a vu et je vous proposerai une simulation à long terme de la saison 22. Allez, c'est parti pour le bilan de la saison Koh Lanta, les armes secrètes. Alors, on commence à avoir l'habitude depuis quelques années. Ça a été une saison à thème. Et donc, le thème de cette saison, c'était les armes secrètes. Au premier abord, ça semblait plutôt cool parce que ça allait avoir tendance à légitimer l'utilisation de la stratégie, ce qui d'habitude est plutôt mal vu dans le jeu. Bon, finalement, les armes secrètes, ça n'a pas changé grand-chose à ce niveau-là. On va faire le point justement des armes secrètes qu'il y a eu. On commence par le kit ou double. Le kit ou double, en fait, c'était pour moi un espèce de collier d'immunité en moins fort. Ça nous protégeait que à la condition de gagner une épreuve. Donc c'est une arme qui offrait une épreuve en plus. Ça capitalise donc sur la catégorie épreuve des 4S. En plus, ça offre une épreuve à un moment un peu stylé, puisque c'est pendant le conseil. Alors en réalité, c'était pas vraiment un kit ou double. Ça l'aurait été si le perdant du duel était carrément éliminé du jeu. Là, ça porterait bien son nom. Bon, la production n'a pas été jusque-là. Et le problème que ça aurait causé, c'est que ça aurait annulé le vote du conseil, puisqu'il y aurait déjà eu un éliminé, celui qui perd le duel. Je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu aller jusque-là. Et c'est compréhensible finalement après réflexion. Ils ont trouvé un bon compromis, je trouve, avec juste une voix de plus pour le perdant du duel. Parce qu'une voix de plus, ça nous met quand même en danger, vu que la personne la plus vulnérable, elle devient immunisée par sa victoire. Donc voilà, moi perso, le kit ou double, j'ai vraiment bien aimé. Ensuite, on va parler du talisman. Le talisman, il y avait deux manières de le jouer, soit tout seul, et là concrètement c'était l'équivalent d'un collier d'immunité, soit jouer en duo, et ça nous donnait 2 votes supplémentaires, une vote pour chaque personne. Alors, le talisman, c'est une arme qui va avoir un impact sur la stratégie, sur les alliances. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé à un conseil. On a eu chez les jaunes Aurélien qui a tenté de protéger Laetitia qui possédait l'autre moitié du talisman. Alors, ce qui était important pour cette arme, c'est le fait qu'elle soit aussi valide jusqu'au premier conseil de la réunification inclus. Le fait de borner la validité du truc, ça oblige les candidats à l'utiliser et à ne pas prendre le risque d'attendre. Ça aurait pu être une arme très puissante au premier conseil de la réunification, justement, grâce à son utilisation offensive. En revanche, ça nécessite évidemment que les 2 possesseurs des talismans figurent dans la même alliance, ce qui va limiter son utilisation dans la partie en équipe. Et en fait, souvent dans la partie en équipe, du coup, le talisman, ça va se transformer en collier d'immunité pour les plus faibles. Soit parce que l'arme est jouée, tout simplement, comme par exemple Candice qui l'a fait, soit parce que le binôme comprend l'intérêt stratégique de conserver l'arme dans le jeu. Et ça, c'est ce que j'ai dit un tout petit peu avant, c'est Aurélien qui a voulu sauver Laetitia. Donc le fait d'avoir un talisman a sauvé Laetitia, même si elle ne l'a pas joué. Alors moi, mon avis, c'est que le talisman, c'était une bonne idée, puisque c'est un peu comme un collier, mais avec quand même une fonction offensive, et ça peut impacter les alliances. Donc c'est vraiment une bonne idée, ça a un impact sur la stratégie, mais aussi sur les alliances. Après, on a eu l'ambassadeur secret. C'est une arme en fait qui donnait, on va dire, un droit de veto sur la décision des ambassadeurs. Donc, si il le souhaitait, l'ambassadeur secret peut obliger le tirage au sort. Et aussi, par ailleurs, lui ne peut pas être éliminé par les ambassadeurs. Il y a un pouvoir de protection à ce niveau-là. Alors, mine de rien, c'est un sacré pouvoir. L'ambassadeur secret, c'est un sacré pouvoir.
ça peut beaucoup compliquer le jeu des ambassadeurs si l'ambassadeur secret n'est pas spécialement allié avec eux. En fait, l'ambassadeur secret pourrait presque décider tout seul de qui éliminer en disant soit c'est lui, soit c'est un de vous deux puisque vous allez aller au tirage au sort. Mais le truc c'est qu'après, ça peut se transformer en fait en cadeau empoisonné, dans le sens où certes ça donne un grand pouvoir à ce moment-là, mais c'est éphémère. Et le danger ce serait justement d'abuser de son pouvoir et de devenir une cible derrière. Donc voilà, moi perso, les ambassadeurs secrets, j'ai pas trop aimé. L'arme suivante, c'est le collier instantané. Alors c'est un collier qui n'était valide que au conseil suivant. Tiens, comme c'est bizarre. Mais pourquoi ils font ça? Eh bien parce que c'est une arme secrète qui va de pair avec le bracelet noir. Le bracelet noir, c'était un détournement de collier en fait. On change la personne qui sera protégée par le collier joué. Bon, le bracelet noir, ça se voit que ça a été inventé pour une question de suspense. Dans le jeu, l'arme était quand même disproportionnée, c'était trop puissant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas vraiment aimé. Par contre, c'est sûr que d'un point de vue de la production, ça permet peut-être plus facilement de suivre le scénario espéré et ça permet un contrôle plus fort sur le jeu. Enfin, on va terminer les armes secrètes par le détournement de vote. C'est un peu comme un super vote noir. On va voler un vote à un autre candidat. Alors évidemment, moins va y avoir de monde, plus l'arme va devenir puissante. C'est ce qui s'est passé dans la vraie vie. Lucie l'a utilisé au dernier conseil, donc l'arme était vraiment très forte, ça l'a sauvée. Alors moi, j'aime pas trop cette idée-là de détournement de vote, parce que ça empêche quelqu'un de voter, de s'exprimer. En plus, surtout, si la personne est vraiment isolée, ça sert à rien, en fait, le détournement de vote ne le sauvera pas. Et si jamais, justement, c'est en mesure de la sauver, au final, autant que ce soit un collier d'immunité, c'est un peu pareil. Par exemple, si Lucie avait joué un collier au lieu de l'arme secrète, ça revenait au même. Sauf que Magali aurait eu le droit de voter quand même, elle a le droit de s'exprimer, elle fait partie du jeu. Donc voilà, même si au premier abord ça paraît stylé, moi j'ai pas trop aimé non plus le détournement de vote. Donc voilà, moi globalement les armes secrètes, j'ai pas vraiment aimé quoi, à part le kit ou double ou le talisman. Alors maintenant, on va faire un petit point sur la personnalité des candidats marquants et sur l'impact que ça a eu sur la saison. On va mentionner évidemment pour ça l'énéagramme. Je vais essayer de faire les choses dans l'ordre. On va commencer à parler de Candice. Candice qui a eu du mal à s'intégrer chez les rouges et se sentait facilement rejetée. C'est le problème classique de l'énéa type 4. En plus de cela, elle a quand même été bien naïve sur son élimination, où soudainement, elle fait confiance aux autres filles rouges. La naïveté, la candeur, c'est une caractéristique qu'on va retrouver très souvent chez les 4 de variante mu, puisque déjà le centre émotionnel préféré vers l'intérieur, ça donne un côté rêveur. Alors si en plus vous ajoutez à ça la répression du centre mental, ça va donner une vraie difficulté à prendre du recul et à se méfier. Ensuite, on va parler d'Aurélien. Aurélien, c'était probablement pour moi un énéa type 1 mu avec une forte L2. Même si plus j'y repense et plus j'ai un petit doute sur Aurélien, puisque son portrait faisait vraiment très 8. Sur ce qu'on a vu, je défendrais plutôt l'hypothèse 1. Si c'est le cas, 1 mu à L2, ce serait exactement le même profil qu'un certain Freddy de la grande époque. Donc Aurélien très énergique, on retrouve aussi ce côté professoral avec le style de communication du 1 qui s'appelle enseignement-sermon, communication qui a agacé les autres, et on retombe bien ici dans le problème social de l'énéa type 1 qui lui a été fatal. Ensuite, on a Shanice. Shanice, j'ai déjà parlé d'elle dans ma vidéo sur les types de stratèges dans Koh Lanta. Alors elle, c'est sûr, elle est d'énéa type 6. Donc elle s'est construit une alliance solide très vite avec le trio Myriam, Thomas et Mathieu. Ces 3 derniers qui sont très probablement des énéa type 8, avec des caractères forts qui sont excessifs et avec un esprit de vengeance. Ce qui semble logique, puisque les 6 et les 8 sont des énéatypes qui s'entendent bien ensemble. Ils sont complémentaires en fait. Le 6, il cherche la sécurité, donc il apprécie la puissance et la protection des 8. Et les 8, ils détestent par-dessus tout la trahison,
Donc ils sont rassurés par la loyauté des 6. Je ferai une vidéo, je pense, pour expliquer les relations entre énéatypes en général, pour expliquer comment se construisent les alliances. Alors aussi, pour en revenir à Shanice, en plus de ce noyau dur, Shanice avait un groupe plus large que ça, qui était les jaunes en entier, la famille jaune, comme elle disait au début de la réunification. Et elle avait pris la décision d'éliminer Aurélien en projetant une attitude individualiste de sa part à la réunification. Et aussi, un peu plus tard, elle a voulu souder les jaunes, dont Vincent faisait partie, pour tous voter de concert. C'est d'ailleurs ça qui a causé son élimination. On note aussi au passage que Shanice, pour son vote final, elle mentionne le fait que Lucie faisait partie de l'équipe jaune et qu'elle est loyale, encore une fois, envers son équipe jaune. Alors justement, j'ai dit que ce qui avait causé la perte de Shanice, c'était le fait d'essayer de convaincre Vincent de voter de concert avec les jaunes. Mais justement, Vincent, c'est un énéatype 4 alpha. Et cette pression de Shanice, ça l'a dérangé. Et là, on voit bien une grosse différence entre les énéatypes 4 et les énéatypes 6. Le 6, il va chercher un groupe et à se conformer au groupe, à éviter la déviance vis-à-vis du groupe. Tandis que le 4, il va chercher à éviter la banalité. Ce qui veut dire qu'il est sujet à se distinguer justement en ne suivant pas le groupe. Et les 4 valorisent énormément le respect. C'est quelque chose de fondamental pour comprendre le 4. Et Vincent ne s'est pas senti respecté par les jaunes puisqu'il ne lui laissait pas la possibilité de tenir son engagement des ambassadeurs. Donc la manière de parler de Shanice à Vincent, c'est un peu ce qu'on peut faire de pire, quoi. Si seulement Shanice connaissait l'énéagramme, elle saurait que voilà, on ne s'adresse pas comme ça à un énéatype 4 qui va détester par-dessus tout ne pas se sentir pris en compte, qui va, voilà, déjà que naturellement dans son ego, par sa compulsion d'évitement de la banalité, il peut avoir envie d'aller voir ailleurs un peu tout seul. Alors si en plus on lui donne le sentiment de ne pas être respecté, de ne pas être écouté, là forcément ça va l'inciter encore plus à faire la trahison. Après, on va parler de Flavio. Flavio, c'est un énéatype 9, probablement, je pense, de variante mu. Alors, en bon 9, Flavio, il n'a pas fait de vague. Il a été très peu visible pendant toute la première moitié de l'aventure, et même après, en fait. Mais il n'a eu aucun vote contre lui jusqu'à l'avant-dernier conseil. Et à ce moment-là, j'ai beaucoup aimé cette fin d'épisode-là. C'est l'épisode où Thomas s'est fait éliminer, où la production a essayé de nous faire monter un suspense en fait entre Thomas mais aussi Flavio qui pouvait être sur la sellette. Et ça, c'est vraiment un moment qui a été très très rare dans Koh-Lanta, dans toute l'histoire de Koh-Lanta. C'est un moment qui a mis en avant les défauts de l'énéatype 9. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ça parce que ouais, c'est vraiment très rare dans Koh-Lanta. J'ai très peu de souvenirs des défauts qui sont montrés comme ça du doigt de l'énéatype 9. J'ai que 2 souvenirs, mais c'est très furtif. C'était dans la saison 16. On a Benoît qui, vers la fin de la saison, reproche à Freddy de bien s'entendre avec tout le monde en disant pour moi, si tu t'entends bien avec tout le monde, c'est que t'es un faux cul, quoi, c'est que t'es pas honnête. On a aussi le dernier conseil du combat des héros, où on a Nathalie qui va reprocher à Clémence en lui disant de toute façon, Clémence, elle est jamais chaude pour rien. Sous-entendu, elle suit tout le temps le mouvement, mais elle prend jamais position. Mais voilà, c'est des exemples en fait qui sont assez petits. Et vous voyez, même l'année dernière, on a un autre 9, Loïc, dans la saison Les 4 Terres, qui a quand même fait quelque chose de pas anodin du tout, puisqu'il y a un conseil où il a carrément voté blanc. Il a voté contre Dorian, en sachant très bien que Dorian allait sortir un collier d'immunité. Et même là où c'était l'occasion de mettre en lumière ça, ces défauts du 9 là, ce côté j'arrive pas à trancher, je veux absolument éviter les conflits, etc. Ça a même pas été mis en avant. C'est passé un peu à l'as, c'est-à-dire qu'il a voté blanc et dès le début de l'épisode d'après, personne n'a souligné ça, on est passé à autre chose. Alors qu'il y avait matière quand même à montrer les problèmes du 9. Et là pour le coup, Flavio, il s'en est pris plein la poire sur cette fin d'épisode. Alors on a déjà, c'est des reproches typiques qu'on fait à l'énéatype 9. Il y a Laure
qui lui reproche d'être dans la retenue vis-à-vis de ses propos, de ce qu'il pense. Donc ça, c'est à cause de la passion du 9, la paresse à se connaître. On a Arnaud qui le critique sur le fait de tout le temps aller vers la majorité, dans le sens du vent. Ça, c'est à cause de la compulsion du 9, l'évitement des conflits. On a Thomas aussi, qui lui reproche de ne pas assumer d'avoir été dans la stratégie des jaunes. Ça, c'est à cause de la fixation d'oubli de soi, qui crée en fait un manque d'affirmation. Voilà donc pour Flavio, peu visible mais très sympathique, avec un social de quantité. Ensuite, on va parler d'Arnaud. Alors Arnaud, c'est très probablement un énéatype 2, je pense. Très humain, très chaleureux, un gros niveau social. Le centre émotionnel était préféré et vers l'extérieur. On voit que c'est lui notamment qui passe beaucoup de temps avec Thomas quand il a perdu ses alliés. Et c'est lui qui allait lui remonter le moral. Et voilà, Arnaud était vraiment très apprécié des autres, hein, un gros social. Ensuite, Jonathan, un autre 9, cette fois-ci de variante alpha. Alors, pareil que Flavio du coup, très peu visible quand il y a beaucoup de candidats en début de saison. Et Jonathan, il avait ce côté posé, calme, qui ne s'affolait jamais, flegmatique. Il y a une forme de contrôle par le détachement. Il fait de son mieux aussi sur chaque épreuve, mais s'il perd, c'est pas bien grave. Il y a la relativisation qui arrive très facilement, un peu comme ce qu'on a vu sur les poteaux. Et ça, c'est très caractéristique du 9 alpha qui relativise facilement, qui est flegmatique par la répression du centre émotionnel. Alors aussi, comme tous les 9, sa qualité principale à Jonathan, c'était son image. Le 9 a cette faculté de laisser une image positive aux autres, puisqu'il essaye d'éviter les conflits. On voit aussi au passage pour Jonathan l'oubli de soi, quand il n'hésite pas à offrir de la nourriture à Lucie et Maxine notamment, quand il avait gagné une épreuve de confort. Allez, maintenant on va parler des deux finalistes, Maxine et Lucie. Alors Maxine, c'est une énéatype 7. Elle était joyeuse, elle essayait de s'amuser dans l'aventure. Sa stratégie avec sa complice Laure, enfin surtout la planification de la stratégie et la recherche de solutions à la fin de la partie en équipe, ça a été une belle illustration de la fixation du 7 qui s'appelle échappatoire. On évite la souffrance par l'idée, par le centre mental qui recherche des solutions. Aussi, ce que j'ai bien aimé chez Maxine, c'est ce qui s'est passé à l'épreuve d'orientation. Je trouvais que c'était une belle illustration du manque de concentration qui existe dans l'ego du 7, qui a failli lui être fatal à Maxine. Hein. Elle avait beaucoup de mal en fait à rester concentrée sur sa recherche. On avait l'impression qu'un coup elle cherchait, un coup elle en avait marre, un coup elle recherchait, un coup elle en avait tellement marre qu'elle change d'arbre. Enfin voilà, elle était là mais elle cherchait, elle en avait marre quoi. Elle n'arrivait pas à rester concentrée de manière constante. C'est pour ça que l'épreuve d'orientation est souvent très difficile pour les énéatypes 7. Hein. Et enfin, Lucie, la finaliste perdante. Alors malheureusement, Lucie, j'ai pas trouvé son type. Pendant longtemps, j'étais sur une hésitation 1-8 parce que je sentais un centre instinctif fort chez Lucie. Et aussi son portrait à Lucie faisait très 8. Hein. Ils nous l'ont présenté comme une 8. Sauf qu'il y a plusieurs choses qui clochent avec l'hypothèse 8. Déjà, j'ai pas vu d'excès chez Lucie. Ça, c'est bloquant. Hein. S'il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de 8. Ensuite, dans l'ego du 8, il y a un problème avec l'altérité, avec les autres. Il y a un manque d'acceptation de l'autre, de l'opinion des autres. Et j'ai trouvé que Lucie, elle avait une trop grande prise en considération d'autrui pour être une 8. Elle était dans une démarche en fait de compréhension et de pardon envers les autres. Et du coup, c'était pour ça que j'avais pensé à l'hypothèse 1, mais qui ne me convainc pas non plus, hein, finalement. J'ai pas vraiment observé la passion de colère. Et donc, quand on a une hésitation comme ça, et qu'on ne trouve pas le type, ça peut vouloir dire qu'elle appartient à un troisième énéatype, à un autre type. Et effectivement, il y a une hypothèse qui est défendable, qui est pour moi l'hypothèse 4. Alors, je vais expliquer. Déjà, Lucie, elle a manifesté sa sensibilité plusieurs fois. Donc, centre émotionnel préféré vers l'intérieur, franchement, pourquoi pas. Ensuite, il faut savoir que le 4 de sous-type sexuel, il s'appelle compétition. La passion du 4, c'est l'envie. Et quand l'envie est exacerbée, ça devient de la haine. Notamment la haine des autres chez le 4 de sous-type sexuel. Et évidemment, avoir la haine des autres,
ça peut pousser à des désirs de vengeance. Et en fait, le 4 de sous-type sexuel, il ressemble beaucoup à un 8 à cause de ça. Ça fait partie des confusions classiques dans l'énéagramme, il y a plusieurs confusions qui sont fréquentes, dont voilà, le 4 de sous-type sexuel peut être souvent confondu avec un 8. Donc voilà, finalement, la petite vengeance de Lucie envers les jaunes, qui ne l'ont pas bien intégrée, ça pourrait être une illustration de la passion d'envie du 4. Et l'hypothèse 4 expliquerait aussi le sentiment de rejet qu'a connu Lucie. Finalement, le seul bémol que je trouve à l'hypothèse 4, c'est que je n'ai pas vu la fixation de mélancolie. Ça aussi, c'est bloquant. S'il n'y a pas de mélancolie, il n'y a pas de 4. Mais peut-être que ça n'a pas été montré, ou qu'elle ne l'a pas montré, puisque c'est vrai que souvent quand même les 4 de sous-type sexuel, ils peuvent vouloir cacher leur mélancolie, parce que ça apporte une image un peu fragile, quoi. Enfin voilà pour Lucie, mon opinion ce serait plutôt du coup l'hypothèse 4, mais évidemment j'en suis pas sûr. Allez, maintenant on va essayer d'élire le MVP de la saison, c'est-à-dire le meilleur joueur de la saison. Les nominés sont Arnaud, Maxine et Jonathan. Alors, je commence par Arnaud. Arnaud, il fait une très belle aventure. Bien aimé, malin, il gagne quand même 2 totems, et les 2 plus importants. Celui des destins liés avec Lucie, on sait que les destins liés c'est toujours dangereux, et le dernier totem, en supportant aussi le stress de l'élimination, puisque c'était une épreuve à élimination. Finalement, en fait, ce qui fait tâche dans la saison d'Arnaud, c'est l'épreuve d'orientation. Il fait une mauvaise performance à l'orientation, et c'est vraiment dommage, il y avait moyen de passer. Déjà au début, il se retrouve tout seul sur son spot, mais comme il s'est perdu, il n'a pas su en profiter. Ensuite, il trouve la balise, mais se trompe de couleur. Et aussi à la fin, c'est lui qui trouve encore la balise en premier, du dernier spot, mais il a eu du mal à compter ses pas, il a un peu dévié. Bon, c'est dommage, mais du coup, on peut pas trop l'élire en tant que MVP, malgré quand même qu'on peut souligner qu'il fait une très très belle aventure. Ça va se jouer du coup plutôt entre Maxine ou Jonathan. Alors Maxine, elle était douée dans les épreuves, déjà par équipe, et ensuite, elle fait quand même 4 victoires individuelles, dont les poteaux, la plus importante. Elle a su se faire des alliés chez les jaunes, avec Vincent via les ambassadeurs, et avec Lucie. C'est ce qui l'a sauvé aussi, par l'élimination de Shanice et le bracelet noir de Lucie. Finalement, un peu comme Arnaud, le seul truc qui je trouve qui fait tâche dans l'aventure de Maxine, c'est son épreuve d'orientation. Elle a fait vraiment une mauvaise performance. Et ce qu'on pourrait à la limite lui reprocher aussi, c'est d'avoir eu des mauvaises relations avec Frédéric et Hervé. Mais dans le fond, c'est pas grave du tout, pas besoin non plus d'être pote avec tout le monde dans le jury final. Tant qu'on a la majorité des voix pour gagner à la fin, voilà, c'est pas bien grave si on a dû monter des coups contre une ou deux personnes, si justement ça nous a permis d'arriver en finale. Donc il y a quand même beaucoup d'arguments en faveur de Maxine. Et Jonathan, un beau candidat aussi quand même, discret, social de quantité. Il fait des bonnes performances sur les épreuves. Il a eu 3 victoires individuelles, dont l'épreuve d'orientation en 1h10. Il a fait des bons choix quand il a eu des pouvoirs de décision, en opposant Mathieu et Thomas, et en offrant un confort qui fait plaisir à Maxine et Lucie. Il fait du coup, comme j'ai dit, contrairement aux deux autres, une très belle épreuve d'orientation. Il comprend même la bonne direction par déduction logique de l'erreur de l'or. J'ai beaucoup aimé cette déduction-là. Il a été vraiment à ce moment-là clutch, comme on dit. Alors, petite parenthèse historique, je me suis dit ça pendant la finale. Mine de rien, Jonathan, il n'est pas passé loin d'un petit exploit, qui est que, en fait, s'il avait gagné les poteaux, donc il aurait, pour moi, très certainement gagné la finale derrière, et il aurait rejoint le cercle très fermé des candidats qui ont réussi le Grand Chelem en finale. Donc le Grand Chelem, c'est la victoire dans les 2 épreuves de la finale, plus la victoire de la saison. Et ça, dans l'histoire de Koh Lanta, c'est seulement arrivé que 4 fois. On avait eu Gilles qui l'a fait dans la saison 1, Amel dans la saison 2, Isabelle dans la saison 3 et Christina dans la saison 9. Bon, au final, c'est Maxine qui a bien gagné les poteaux, assez brillamment, j'ai trouvé, face à une concurrence qui était quand même bien là. Jonathan et Lucie ont fait aussi de belles performances. Et voilà, Maxine qui gagne la saison derrière, elle choisit Lucie, elle se trompe pas. Voilà, donc pour moi, la MVP, il n'y a
pas vraiment de débat possible, c'est Maxine. Elle a fait une aventure pleine. Alors moi aussi, ce que j'ai envie de mettre en avant avec le sacre de Maxine, qui est une belle gagnante pour moi, en plus de toutes les qualités qu'on a déjà citées, c'est que symboliquement, j'aime beaucoup la victoire de Maxine, puisque c'est quelqu'un qui n'a jamais utilisé dans la saison d'armes secrètes. Alors, elle en a cherché, elle aurait pu en utiliser, c'est juste qu'elle n'en a pas trouvé. Mais n'empêche que, symboliquement, je trouve que c'est bien que, voilà, la gagnante de la saison n'a pas utilisé d'armes secrètes. J'aime beaucoup ça parce que ça illustre bien ce que moi, je pense du jeu, de la théorie dans le jeu en général, qui est qu'en fait, les armes secrètes, on en a presque rien à foutre. Il vaut mieux se concentrer sur ce qui est fondamental dans koh, ce sont les liens d'amitié. Si ça amuse les autres de chercher, vous les laissez chercher. Tant que vous êtes amis avec ceux qui cherchent, de toute façon, vous n'allez pas être les victimes des armes secrètes. Et c'est d'ailleurs ce qui s'est très bien passé dans la saison. Maxine n'a jamais été victime d'une arme secrète et en a même bénéficié des pouvoirs de protection des armes secrètes sans être la personne qui l'a utilisée. Et ça, c'est la meilleure place dans le jeu, c'est de ne pas être la personne qui utilise l'arme secrète, mais d'être la personne qui va bénéficier de l'avantage de l'arme secrète parce qu'on est allié avec celle qui l'utilise. Donc il vaut mieux pas chercher en fait, c'est un coup à tomber dans le piège du paradoxe de koh, à moins que le contexte nous soit exagérément défavorable, on n'a pas besoin d'armes secrètes pour gagner koh en fait. Si on en a besoin d'une, c'est qu'on a raté quelque chose en amont. On n'a pas réussi à bien s'intégrer, on sort de l'entre-deux par le haut, ou voilà, on a mal perçu les choses. Enfin, c'est qu'il y a un problème quelque part au niveau de notre adaptation. Alors maintenant, on va s'amuser pour terminer la vidéo à simuler la saison 100 fois. Et moi, vous voyez, je pense que Maxine, à elle toute seule, elle va en gagner 25 fois. Un quart des koh environ. Et quand elle va pas gagner, ça va être quelques troisième places, mais finalement pas tant que ça non plus, puisque Maxine est quand même, vu son profil et son histoire de gymnaste, quand même très fort sur une épreuve comme les poteaux. Et pour qu'elle soit troisième, il faudrait qu'elle perde les poteaux. Elle va avoir beaucoup plus de quatrième et de cinquième place d'élimination en fait à l'orientation. On a bien vu que c'était pas du tout son truc, hein, c'est l'inverse des poteaux. Et je dirais une cinquantaine de fois où elle va avoir une majorité d'élimination post-réunification. C'est-à-dire que vu son profil, elle a très peu de chances de se faire éliminer avant la réunification, malgré peut-être quelques abandons médicaux, mais elle va surtout se faire éliminer plutôt après la réunification. Alors, c'est pas tout à fait une distribution standard d'un profil de gagnant, parce que je vais vous faire une comparaison avec un autre candidat qui, lui, a un autre profil de gagnant, c'est Jonathan. Alors, regardez la différence, qui, lui, pour le coup, c'est vraiment standard de chez standard. C'est-à-dire que les profils de gagnants ont souvent, en fait, le gros de leur échantillon qui va être orienté vers les premières et troisième places. Donc, je pense que Jonathan aussi peut gagner 25 koh sur 100. Donc 25 fois a priori où Maxine ne sera pas sur les poteaux, parce qu'on a bien vu que Maxine serait très dur à battre sur les poteaux. Mais Jonathan, parce qu'il est beaucoup moins fort sur les poteaux que Maxine, va aussi beaucoup plus de fois terminer troisième. Là j'ai mis environ 35 fois, j'ai peut-être un peu abusé. Mais vous voyez, pas spécialement de quatrième et de cinquième place pour Jonathan. La quarantaine de fois où il ne va pas arriver en finale, ce sera surtout une majorité d'élimination post-réunification. Bah, un peu comme Maxine du coup, hein. Très peu de chances que Jonathan se fasse éliminer avant la réunification. Voilà, ça c'est une distribution classique d'un profil de gagnant, où on voit qu'en fait la majorité de l'échantillon est centrée sur les premières et troisième places. Alors ensuite, si on revient sur le casting en général, sur notre simulation de la saison 22, on peut se demander qu'est-ce qui se passe les 75 fois où Maxine ne gagne pas la saison. Alors déjà évidemment, c'est logique, ce sont les profils de gagnants qui vont se partager la majorité du gâteau. Donc il faut se poser la question, quels étaient les profils de gagnants de la saison? Alors moi personnellement j'en ai trouvé 7, surtout 6 au début et Arnaud aussi, auquel j'avais pas spécialement pensé, mais qui, vu sa performance dans la vraie vie, peut être considéré finalement comme un profil de gagnant. Donc pour moi les profils de gagnants, on avait Jonathan et Maxine, il y avait Flavio, Laure, Hervé, Gabin et donc Arnaud.
Donc voilà, sur un échantillon de 100 koh Lanta, on pourrait avoir à peu près la distribution suivante. Donc j'ai déjà montré tout à l'heure que Maxine allait gagner 25 fois, Jonathan 25 fois aussi. On peut imaginer que Flavio en gagne une quinzaine, Hervé une dizaine, Laure, Gabin ou Arnaud en gagnent entre 5 et 10 chacun. Et finalement, tous les autres, tout le reste du casting, qui sont majoritairement des profils de pas dangereux, vont se partager des miettes en fait. Voilà, on peut imaginer un contexte où Lucie va en gagner un contexte où Myriam va gagner une fois koh Lanta, un contexte où Shanice va gagner une fois koh Lanta, etc. La majorité du casting des 14 autres candidats étaient des profils de pas dangereux. Alors on avait Aurélien qui était un cas intéressant, qui n'est pas un profil de pas dangereux, mais qui n'est pas un profil de gagnant non plus. Pas assez bon socialement, je pense, pour se faire apprécier de l'équipe adverse si jamais il avait été en réunification. Et donc, vous voyez finalement, une fois qu'on a dit ça, si la simulation est proche de la réalité, ça on ne saura jamais, mais en tout cas moi vu ce que je pense, ça veut dire que la saison à laquelle on a assisté dans la vraie vie, elle a tapé en fait en plein dans le mille, c'est-à-dire qu'en fait c'est une des possibilités les plus probables qui s'est passée, où en fait on a eu la saison qui s'est jouée sur les poteaux entre Maxine et Jonathan, un peu comme si vous voulez au tennis, les deux favoris, les têtes de série numéro 1 et numéro 2 arrivent jusqu'en finale et le tournoi se joue en finale entre les deux favoris. C'est un peu ce qui s'est passé dans koh Lanta où en fait voilà, Maxine et Jonathan ils ont fait leur aventure à leur façon, ils se sont débarrassés de tous leurs adversaires petit à petit et finalement à la fin ce sont les deux favoris, puisque les deux plus gros profils de gagnants de la saison ce sont les favoris, qui se disputent la victoire sur une épreuve finale. Et bien voilà, on a fait le tour du bilan pour moi de la saison 22 de koh Lanta. Alors maintenant que la saison est finie, la chaîne YouTube va être beaucoup plus calme pendant quelques temps. Je vais quand même sortir quelques vidéos cet été, mais pas beaucoup. Là, je suis en train de préparer une vidéo qui sortira courant juin, je pense, qui s'appellera les moves dans koh Lanta. On verra concrètement comment pratiquer de la stratégie dans le jeu en conservant des chances de victoire. Et après, fin juin ou juillet, je ferai une vidéo aussi pour expliquer Moundir. On va expliquer ce personnage emblématique de l'émission. Après voilà, j'ai d'autres idées, mais que je ferai pas avant le mois d'août. Enfin voilà, je verrai. Voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez bien aimé la vidéo, si vous avez bien aimé ce genre de vidéo qui colle à l'actualité. Si c'est le cas, peut-être que j'en referai d'autres pour les saisons suivantes. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Maratane.